Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer le cas qui est donc un cas RH à San Francisco. Je vais démarrer par l'énoncé du cas et on se met en situation réelle d'un entretien. Et là, pour rappel, donc c'est un cas qui est tombé chez McKinsey. Donc, notre client s'appelle Bay Area. C'est une entreprise immobilière à San Francisco qui détient 600 résidences. Et ces résidences sont louées sur des plateformes telles que Airbnb. L'entreprise, elle est composée donc d'une équipe et notamment de property managers. Et il y a environ un ratio de un property manager pour 4 à 6 propriétés. Il existe des concurrents sur exactement le même secteur d'activité qui sont à peu près de la même taille que le client Bay Area. Et d'autres clients sont plus petits aussi que ce client Bay Area. Et des entreprises immobilières, en gros, c'est toujours le même principe, c'est qu'elles ont des résidences ou des particuliers qu'elles vont louer via des plateformes telles que Airbnb. La problématique que rencontre aujourd'hui notre client, c'est qu'il a décidé de fusionner avec un acteur de la même taille. Cet acteur s'appelle Housing Corp et l'acquisition, elle a été confirmée. Le client aujourd'hui sollicite notre cabinet de conseil pour les aspects RH. Et il veut savoir notamment les éléments de package RH à prendre en compte suite à cette fusion. Première partie, donc une fois que l'énoncé est finalisé, ce que vous devez faire, donc c'est la reformulation. L'objectif de la reformulation, c'est de montrer au recruteur que vous êtes capable, donc déjà, d'être à l'écoute de l'énoncé, d'avoir compris les éléments clés, donc notamment la problématique rencontrée par l'entreprise. Et ça va vous permettre aussi, vous, de tout de suite réfléchir à des questions clarificatrices. C'est ce qui vient juste après la reformulation, parce qu'en fait, vous avez certes un énoncé qui est un petit peu détaillé, mais vous avez sûrement besoin de clarifier certains éléments qui vous permettront par la suite de réfléchir à une structure. Donc là, dans la reformulation, ce qu'on va juste reprendre comme élément, c'est déjà le client de quoi on parle. On parle donc d'une entreprise immobilière qui est basée à San Francisco, qui a 600 résidences louées sur des plateformes. Et d'un point de vue RH, parce que c'est vraiment le sujet du cas, c'est qu'elle emploie des property managers, environ un property manager pour 4 à 6 propriétés. Et là, Bay Area vient de fusionner avec un acteur de la même taille. La question qui est posée, c'est quels sont les éléments RH de leur RH à définir par le client. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça permet vraiment juste de montrer au recruteur que vous avez compris les éléments clés du cas et notamment donc la problématique. Et là, la problématique, c'est vraiment quels sont les éléments de l'offre RH. Maintenant qu'on a posé la reformulation, est-ce que certains peuvent proposer des questions clarificatrices? Et là, l'objet des questions clarificatrices, c'est vraiment de venir soulever quelques points qui mériteraient d'être un peu approfondis avant d'aller dans la structure. Et ce sont des points qui vous permettent vraiment de définir mieux les choses pour vous permettre vraiment de poser la meilleure structure possible et qu'il n'y ait pas d'éléments obscurs qui pourraient ternir la structure que vous allez proposer. Alors, si vous voulez poser des questions sur, enfin, les questions clarificatrices que vous avez en tête sur le Q&A ou en levant la main, c'est tout à fait possible. Alors, tu as déjà une partie. On a Justine qui a levé la main. Attends, j'essaie de retrouver parce que dans le chat, c'est Justine Raymond, je vais te permettre de parler, Justine, si tu veux poser ta question en direct à Feriel. Il faut juste que tu enlèves le mute par contre. Attendez. Ouais, parfait. Désolée, c'était une erreur. C'était une erreur. Ah, pardon, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de voir des personnes qui posent des questions. Désolée. Alors, côté questions, on en a plein dans le chat. On a quelle est la structure RH de l'entreprise qui a fusionné, donc la structure actuelle. Dans quelle mesure le fonctionnement d'Housing Corp diffère de celui de notre client? Housing Corp fait-elle également appel à un property manager pour 4 à 6 propriétés? Où ces résidences sont-elles situées? Est-ce qu'on est toujours à San Francisco? Le nombre de salariés et les caractéristiques de l'entreprise cible? Sait-on quel ratio au manager propriété? Ça, on l'a déjà mentionné. Et quel est l'objectif du client? Est-ce que la société de fusion est-elle aussi à San Francisco? Voilà, on a aussi de nouveau sur l'objectif de l'acquisition. Donc, on pose des Ok. questions sur... Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu pas mal de questions objectifs. Ce qui est toujours très bien de clarifier l'objectif, c'est ce qu'on dit tout le temps. Là, essayez de clarifier l'objectif au regard de la question qui est quand même posée. La question, c'est quelle est l'offre RH?
En gros, qu'est-ce que ça veut dire une offre RH? Je pense que c'est aussi une des questions que vous pouvez poser. On parle de quoi en fait? Il veut clarifier l'offre RH, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est le contrat de travail, c'est les éléments du package. Peut-être vraiment juste définir, sauf si c'est clair pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement très clair. Et ensuite, ça vous permettra, au regard de ça, on a défini ce que le client veut, bah, quel est l'objectif? Est-ce qu'il veut être plus attractif? Est-ce qu'il veut embaucher davantage? Est-ce qu'il veut être sûr de retenir le personnel qui est déjà existant? Donc là, je pense que l'objectif peut-être c'est un peu trop large. Certes, il y a une acquisition, mais l'objectif de l'acquisition, c'est moins le sujet que l'objectif de vouloir un peu renforcer son offre RH. Mais pourquoi en fait? Donc vraiment, faites attention à ça. Ça peut paraître comme étant un détail, mais c'est tout l'intérêt du cas. Et si vous partez dans une mauvaise direction dès maintenant, c'est un peu dommage pour la suite. Donc je vais répondre plutôt au regard de la partie RH. Donc, c'est toujours aux États-Unis. Ça, c'est un élément important parce qu'en effet, les points RH aux États-Unis diffèrent des points RH à l'étranger. Donc, là, on va vraiment se focaliser aux États-Unis. En Californie, en l'occurrence, certes, mais en réalité, ça peut être partout aux États-Unis. C'est un peu similaire dans les façons dont ils pensent leur contrat de travail. L'entreprise cible versus l'entreprise qui a racheté. Les ratios, on n'a pas forcément tout de suite là l'information du nombre en fait de property managers dans Housing Corp. Ça va pas forcément être très utile parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'offre RH. C'est comment j'acquiers, comment je retiens mes employés. Le nombre d'employés, c'est presque secondaire aujourd'hui que vraiment comment je définis mon package. Ensuite, quelqu'un a posé la question, je crois, du nombre de comment réfléchit la structure en fait des employés au global. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, OK, on a parlé des property managers. La question posée, c'est l'offre RH au global. Est-ce qu'il y a d'autres employés que je dois considérer dans mon offre? Est-ce que je parle que des property managers ou pas? Et donc, ça, c'est aussi un point important. Et là, donc là, c'est une des réponses. Je vais vous les faire défiler aussi parce que je parle, mais en même temps, on a déjà des réponses ici. Donc, est-ce qu'il y a d'autres fonctions que les property managers? Et ça, c'est une question très pertinente parce que bah, ça permet de vraiment définir le scope. Et là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'offre RH pour les property managers, même si on sait que l'entreprise, en fait, a des fonctions support. Ça, c'est hyper important parce que vous n'allez pas avoir le même package par type de personnel. Donc là, un autre élément qu'on a discuté, est-ce qu'il y a un fonctionnement qui est différent? Globalement, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, ne vous cassez pas la tête sur les ratios, etc. pour Housing Corp. En gros, c'est une entreprise de la même taille qui fonctionne de la même façon. Donc, c'est très facile pour Bay Area de réfléchir à une offre RH globale qui fera sens même post-fusion. Ça, c'est important. Pourquoi il y a une fusion? C'est juste une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité pour croître son revenu. Donc là, c'est vraiment une croissance externe, donc ce n'est pas une croissance organique. Et enfin, donc, ce qu'on s'est dit, les éléments de l'offre RH, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est les éléments du contrat de travail, du package. Ça, je dirais même que c'est la première question à poser au regard de la problématique du client. Donc, hyper important, je rebondis vraiment sur les questions qui ont été posées dans le Q&A, c'est vraiment de ne pas dire c'est quoi l'objectif au global, pourquoi ils ont fait cette fusion au global. C'est une question, certes, ça peut arriver en 3 4e question, mais d'abord, définissez, c'est quoi l'offre? On parle de qui? On parle de quel type de salarié? Ça, c'est vraiment, on se focus sur le RH avant de se focus sur autre chose que ça. J'ai pas relevé, mais il y avait d'autres questions qui arrivaient aussi directement dans les Q&A, mais c'est pareil, c'était la question, la première, c'était de dire est-ce que c'est beaucoup qui disaient je ne comprends pas ce qu'on parle de ce qu'on veut dire par offre RH, donc est-ce que c'est OK de poser cette question? Et est-ce qu'on peut poser la question, connaît-on l'offre actuelle des PM ou l'offre actuelle de chez Bay Area ou c'est peut-être une question qu'on va demander ensuite lors de la Complètement. préparation. C'est une très bonne question, mais c'est évidemment quelque chose qu'on va creuser par la suite. Donc, à la limite, si vous réfléchissez un petit peu en vous projetant un peu dans le cas, vous allez forcément vous l'aborder dans votre structure à un moment. Donc, vous allez poser la question au recruteur. Donc, pour éviter de poser ce genre de questions qui sont vraiment, on sait qu'on va la creuser par la suite, ne la posez pas en question clarificatrice. Posez des questions un peu plus high level qui vous permettent de redéfinir certains éléments plutôt que des questions qui sont presque évidentes parce que vous allez devoir les creuser. Là, vous allez mettre le recruteur dans une position où il va forcément vous dire oui, on la connaît et on va vous la donner, mais pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une bonne, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a un bon nombre de questions clarificatrices à poser? Est-ce qu'il y a un nombre maximal en fait de questions à poser potentiellement? Ouais, moi je dirais entre 3 et 5. Pas plus que 5, c'est déjà beaucoup.
Idéalement, trois. Honnêtement, avec trois questions, généralement, on couvre déjà les gros éléments. On couvre, si vous voulez redéfinir le scope, l'objectif, la géographie. Déjà, vous avez ça. Vous pouvez aussi redéfinir une quatrième, la clientèle, si besoin. Mais déjà, avec voilà, quatre questions, vous avez vraiment couvert toutes les questions un peu high level que vous devez couvrir. Super. Maintenant qu'on a fait les questions clarificatrices, on va passer à la structure. Donc, la structure, on redéfinit, on repart toujours de la question soulevée, les éléments de l'offre RH. C'est ça qui va définir notre structure, ni plus ni moins. On va pas parler d'autre chose que ça. On va parler de la taille du marché qui a permis l'acquisition, par exemple. C'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Structure du cas, on peut se laisser un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à dire au recruteur que vous prenez une minute pour réfléchir à votre structure. C'est important pour se poser une fois qu'on a posé les questions clarificatrices, parce qu'après l'énoncé, vous avez tout de suite reformulé. Là, vous ne vous êtes pas posé. Question clarificatrice, pareil. Vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous poser, mais dans vos têtes, vous essayez déjà d'anticiper tout ça. Maintenant, c'est le moment que vous pouvez vous accorder pour réfléchir à une structure qui vous permettra de répondre aux problèmes soulevés par le client. Donc, je vais vous laisser là une minute pour mettre à plat ça et ensuite, vous pouvez soit lever la main, ça serait le mieux, soit poser vos structures ou des éléments de structure dans le Q&A. Alors, on a deux questions dans le chat. Je réponds à la première qui est sur l'enregistrement de la session, hein. Pour rappel, les études de cas qui sont faites par Ferial se retrouvent ensuite sur YouTube. Le but, c'est que vous puissiez y avoir accès de nouveau. Donc oui, vous aurez accès au replay. Deuxième question, pour toi, Ferial, est-ce qu'on doit attendre que l'intervieweur nous pose la question après les questions clarificatrices sur comment est-ce que vous allez structurer le cas, ou c'est à toi directement d'anticiper une fois que tu as terminé, tu as eu les réponses aux questions, de dire, bah voilà la structure que je propose? Alors, moi, je pense que c'est plutôt au candidat. Pourquoi? Parce que vous avez des questions à poser. Vous avez posé vos questions clarificatrices. Vous êtes leader, vous êtes le meneur à ce moment-là. Donc, le recruteur ne peut pas vraiment savoir si vous avez fini de poser vos questions clarificatrices ou pas. Donc, je pense qu'une fois que vous avez posé vos questions clarificatrices, vous êtes arrivé à la dernière, vous n'avez plus de questions, vous pouvez dire, bah merci, maintenant, je vais réfléchir à la structure, je vais prendre une minute pour réfléchir à ma structure. C'est juste cohérent parce que c'est vous qui êtes dans cette position de meneur puisque vous posez les questions clarificatrices. Alors, on commence à avoir des propositions dans le chat. Première Parfait. proposition, je ne sais pas si tu la vois, Feriel. Alors, je vais regarder. Oui, je la vois. Donc, une proposition de structure qui dit un enjeu de la fusion, 2 caractéristiques de la fusion, 3 leviers de package et 4 implémentation et risques. Alors, il y a des éléments intéressants parce que, et si j'ai envie de dire, c'est les éléments qui parlent du package, de l'offre RH. Enjeu de la fusion, caractéristiques de la fusion, synergie. Honnêtement, on est hors scope. On peut en parler peut-être dans des briques, parce que peut-être que ça va vous permettre de redéfinir une offre, vous voulez prendre en considération l'offre de l'entreprise rachetée, etc. Donc, vous voulez un peu comprendre les enjeux niveau RH, mais ça ne peut pas être l'objet euh, d'un axe, parce que c'est pas, ça ne répond pas à la problématique du client aujourd'hui. Pourquoi il a fusionné et quelles sont les synergies, il le sait très bien. Alors, c'est un très bon exemple. Est-ce que, par exemple, si tu proposes ce genre de structure, est-ce que c'est éliminatoire, ce genre d'erreur? Parce que c'est vrai qu'on parle des erreurs éliminatrices qui sont importantes à avoir en tête, hein, c'est pas pour... mais important. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu penses qu'en général, l'intervieweur va te recadrer en disant, par contre, à mon avis, ce n'est pas pertinent, je vous propose de reprendre une minute pour vous Ouais, reconcentrer sur l'enjeu de ce cas? ouais, moi je pense que c'est plutôt comme ça. C'est pas forcément éliminatoire, mais c'est plutôt donner sa seconde chance pour savoir, est-ce que je vais être à l'écoute aussi, j'ai une redirection. Est-ce que le candidat peut rebondir rapidement, en sachant que là, en l'occurrence, tout n'est pas du tout incorrect. Il y a quand même des briques qui sont correctes. Donc, en fait, là, soit le recruteur dira, bah, en fait, le un et le 2 on ne va pas les voir. Passons au 3 directement. Creusons ça. Ou alors, bah, maintenant qu'on sait que 3 et 4 c'est plus pertinent, repropose-moi une structure où le 3 et le 4 sont vraiment les leviers les plus importants. Oui. Mais du coup, tout à fait, non, l'objet, on est au début du cas, tout est encore à faire. Clairement, Ouais. on peut rebondir, on montre qu'on est à l'écoute, hein. Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui propose l'intégration des salariés. Est-ce que c'est une intégration complète ou partielle post-fusion? Est-ce que c'est une reprise des anciens contrats de travail avec une mobilité géographique ou pas? Deux, les éléments salariaux de rémunération des avantages en nature.
Et 3, les risques départ du management, etc. Bah là, déjà, on est exactement dans le cas. Je pense qu'il y a on met peut-être un peu trop l'emphase sur la fusion et sur du coup les éléments du package, mais de l'entreprise rachetée. Là, c'est ce qui est dans le cas, c'est très général. Il veut revoir les éléments de l'offre RH au global, post-fusion, mais ça redevient une entreprise globale, mais Bay Area reste Bay Area. Donc, il y a tous ces employés, mais il y a aussi certes les employés de l'entreprise rachetée qui sont de la même taille. Donc, en fait, ça va juste doubler l'entreprise. Mais au global, je revois ma structure. Donc, c'est un petit peu dommage peut-être qu'on regarde juste les besoins des salariés de Housing Corp sans regarder ceux de Bay Area. Moi, je pense que là, enfin, c'est un peu le risque de cette structure-là. C'est que j'ai l'impression qu'en un, on va parler que vraiment de Housing Corp, alors que vraiment, ce qui est important, c'est les employés au global. Mais en tout cas, Ouais. on est Pardon. dans le cas, on répond dedans, on n'est pas à côté et on est sûr d'arriver en fait à cheminer petit à petit, à raisonner pour aboutir à des recommandations. Ensuite, on a offre RH actuelle versus Bay Area. C'est une comparaison. Je pense que c'est une étude comparative. Deux, la satisfaction des employés de Bay Area et de Housing Corp. Trois, des leviers d'amélioration pour l'efficacité de l'offre et les risques. Ça, c'est plutôt bien comme structure. Nous, on va faire un truc beaucoup plus général et très axé Bay Area parce qu'on a beaucoup plus aussi d'éléments de data point sur Bay Area. En l'occurrence, il veut davantage réfléchir à Bay Area, mais c'est exactement la logique en tout cas, c'est exactement ça. État des lieux du package, ça j'aime bien parce que c'est assez global. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui chez Bay Area en package? J'essaie de retrouver parce que du coup on a eu des questions en parallèle, Désolée, mais je te relaye parce qu'il y en a qui sont remontés en QNR et du coup, comme ça, tu peux les voir aussi. ah oui, ok. On a Donc, pas mal offre de bonnes actuelle, propositions. c'est bien. Ouais. En tout cas, ceux qui proposent, un, je vais un peu comprendre mon offre actuelle et les besoins, réfléchir un peu à la demande, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Et deux, je vais redesigner en fonction de ça. Et pourquoi pas, du coup, les risques en trois, ça peut être très pertinent. Et je pense qu'il y en a plein qui ont ça en tête. Nous, c'est un peu là, on a un peu parti là-dessus. On a quand même mis plus, on a fait deux axes. Trois axes, ça marche très bien aussi, hein, avec implémentation et risque. Un axe qui est plus, le diagnostic, les besoins. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont proposé. Avec les avantages comparatifs, qu'est-ce qui est bien dans mon offre, qu'est-ce qui est moins bien. Et là, vous allez voir, on a fait une étude, enfin, on a les résultats d'une étude qui a été menée auprès des salariés ou futurs salariés. Et deux, le design du package, parce que là, on va vraiment dans l'action. Il veut savoir quelle est l'offre RH. C'est la question qui est posée. Bah, du coup, je vais designer mon package à la fois au niveau financier, fixe, variable, en nature. Est-ce qu'il y a des véhicules, des hôtels, restaurations? Est-ce qu'il y a une pension, assurance? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est hyper important, les éléments de pension et d'assurance. C'est vraiment des éléments clés dans l'offre RH. Et enfin, les autres modalités, est-ce qu'il y a des impôts, des congés, etc. à prendre en considération? Donc là, on allait dans le dur, dans la partie 2 parce qu'on s'est dit que c'était vraiment pour répondre à la question qui est vraiment posée. Donc Mais attends, j'ai là, l'impression que beaucoup de candidats avaient ça en tête. Oui, pardon. Feriel, pardon, donc là, dans les propositions des candidats, il y a beaucoup le côté audit de l'existant, donc on part déjà et on étudie. Là, j'ai l'impression qu'on va directement dans le to be, on définit le package idéal, mais on Oui, part pas. oui, alors en un, on a quand même de l'audit. On va voir juste après, dans l'étude des besoins. Dans les besoins, D'accord. c'est un peu comprendre qu'est-ce qu'on fait bien aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait mal. C'est un peu un diagnostic. On l'a écrit, étude des besoins, mais c'est vraiment un diagnostic en réalité. Vous allez voir dans la façon dont on abordera cette partie-là. C'est pour ça que ceux qui évoquent l'état des lieux, diagnostic, c'est tout à fait correct et c'est ce qu'il faut faire. C'est des termes qui peuvent être utilisés pour remplacer l'étude des besoins des employés qu'on a mis nous. Voilà. Merci à tous pour les propositions, c'est top. Franchement, on a eu plein d'éléments hyper intéressants et c'est exactement ça. Et j'insiste sur le fait qu'il faut aller dans l'offre RH, le package. C'est ça qu'on attend. Répondez à la question. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va creuser justement la première partie, la partie définition, les besoins des employés. Donc nous, on a mis un peu les éléments clés des besoins des employés. On va avoir un petit tableau juste après. Vous allez avoir des éléments, des data points qui vont permettre de réfléchir davantage à qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est moins bien fait aujourd'hui. Mais avant ça, donc nous, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je pense que je préconise toujours
à ce moment-là, une fois que vous avez posé votre structure, que le recruteur est plutôt satisfait de votre structure, n'hésitez pas à vous encore être proactif. N'attendez pas que le recruteur vous dise bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voulez définir, faire le diagnostic? Allez-y. Faites ce qu'on est en train de faire ici. Bah, moi, je propose en première partie de définir le package. Je ferai une étude des besoins des employés avec une analyse comparative des avantages et des inconvénients. Et comment je le ferai? J'aurais besoin peut-être de données. Quel type de données? C'est vraiment, allez-y, enfin, posez les questions aussi aux recruteurs si vous avez des questions. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment des données dont vous aurez peut-être potentiellement besoin. Et quels sont les types de données dont vous aurez besoin? Est-ce que vous avez des idées un peu de données qui vous viendraient à l'esprit, qui vous permettraient de creuser les besoins des employés? Là, vous avez des éléments en fait là dans la slide à droite, mais même avant ça, comment vous allez chercher en fait bah, les avantages et les inconvénients de votre offre? T'as Maria qui mentionne dans le chat, hein, études de satisfaction Ah, des employés, les entretiens avec les employés, des méthodes Cali et Quanti, j'imagine assez classiques. ok, Ah, le turnover aussi, si tu as de la data qui ouais, permet de voir un peu la rétention que tu as et le turnover, le taux de démission. ok. Donc, clairement, c'est très bien de penser aux études. Réaliser des études quantitatives, qualitatives, auprès des employés actuels, auprès de futurs employés potentiels, auprès de candidats, auprès de ceux qui ont juste postulé. Il y a plein de possibilités, mais des études, ça, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On mentionne pas mal les chiffres, hein, le turnover, le taux de démission, si on a accès à de la data Ok, en termes ouais, de turnover, c'est rétention. intéressant. Turnover, Benchmark avec le marché. pardon? Non, pardon, je disais benchmark avec le marché. Exactement. Ça, c'est aussi ce qu'on peut regarder. C'est un peu les données plus existantes mais externes. Je vais regarder des entreprises concurrentes. Euh, je vais regarder aussi des classements. Il y a des classements qui existent. Comment nous, on se positionne sur un classement? Best place to work, etc. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Qu'est-ce qui paraît positif, moins positif auprès des candidats? Donc ça, c'est aussi important à garder, hein. C'est permet de sortir de ces études quantitatives et qualitatives réalisées auprès de ces candidats propres ou de ces employés propres. C'est pas toujours suffisant. Le turnover, c'est intéressant. Le turnover, ça va juste donner un état des lieux de est-ce qu'on est plutôt bien ou pas par rapport à un turnover global sur un secteur. Ça ne va pas vous dire pourquoi. Mais ça vous donne quand même une idée de est-ce que bah, on arrive à retenir, c'est quoi notre taux de rétention des candidats, enfin des employés actuels. Donc, c'est ce qu'on a mis. Et ça, vraiment, j'insiste sur le fait que vous pouvez vous-même proactivement proposer tout ça. C'est vraiment très simple. C'est des données, on ne vous dit rien de très complexe jusqu'ici. Donc, proposez aux recruteurs vos différentes méthodologies pour faire un diagnostic. C'est vraiment nous ce qu'on fait ici. Et c'est ce qui est très souvent fait en cabinet de conseil. On va faire des études, mais on va proposer aussi des moyens de réaliser ces études. C'est pas au client de. Enfin, le client peut co-réfléchir, mais c'est aussi au cabinet de conseil de montrer son expertise et sa façon d'aborder ce genre de problématiques et de diagnostics. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, nous, on a un tableau qui nous a été fourni par le client d'analyse en fait de ces candidats, de ses employés, de ses anciens employés, etc. Donc, ce tableau vous est fourni avec ces éléments d'explication. Maintenant, il s'agira, bah, vous l'avez face à vous, comment vous réagissez face à ce tableau, comment vous l'analysez surtout, parce que ce qui est l'objectif, c'est de l'analyser. On a mis des questions clarificatrices, vous pouvez les poser, mais elles sont un peu évidentes. Mais là, la question, c'est vraiment d'analyser, d'en venir à des conclusions. Donc, je vous laisse regarder un petit peu le tableau. C'est normal de prendre le temps de regarder le tableau. Si vous avez deux, trois questions pour être sûr que vous avez bien compris le tableau, n'hésitez pas à les poser. Là, en l'occurrence, on s'est dit, les pourcentages, est-ce que c'est vraiment les répondants qui ont cité les différents critères? Oui. Vous pouvez ne pas la poser la question parce que ça peut être aussi évident pour vous. Et le type de candidats qui ont été, enfin de personnes qui ont été répondantes. Mais à part ça, ça ne vous dit pas plus. Là, vous devez analyser maintenant ce tableau-là. Et dans ce genre d'analyse, il ne faut pas prendre trop de temps. La question, autant la structure, vous pouvez prendre 1 minute. Un tableau comme ça, vous pouvez prendre 30-45 secondes à très rapidement analyser les éléments clés. Il ne s'agit pas de faire des recommandations ultra compliquées. Là, vraiment, c'est qu'est-ce que ça vous dit?
On a déjà une remarque dans le questionnaire qui te dit que les points forts, c'est déjà, ça se voit que c'est le cash et residence facilities. Les points faibles, c'est côté pensions et medical insurance. Ok, très bien. Ça, c'est bien d'avoir dit point fort, point faible. C'est exactement ça il faut en tirer ce genre de conclusion. Et c'est ce qu'on s'était dit en diagnostic, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de l'offre de notre client. Donc, en effet, les forts sont dit le cash parce que... Et pourquoi? En fait, c'est aussi les points forts. Pourquoi vous pensez que c'est des points forts? Ça, c'est aussi, vous pouvez l'ajouter dans votre analyse. Oui, c'est ce que Mohamed dit dans le chat. Il dit, voilà, l'avantage concurrentiel de Beira, ça porte sur son parc de résidence. Les gens partent malheureusement à cause de l'absence de couverture médicale. Et le point important qui ressort pour le recrutement, c'est vraiment le cash. Ah, mais pas que le cash. Ouais, c'est pas Why que le... joining BA, il n'y a pas que le cash. Mais dans le Key Job Factors, ouais, c'est marrant en fait la différence là, c'est dans ce tableau qui est un peu tricky, c'est se dire pourquoi est-ce qu'on rejoint. Et ensuite, j'imagine le Key Job Factor, c'est pendant que tu fais le job. Alors, c'est des candidats. Et c'est en fait, c'est un très bon point ce que tu dis, Justine, parce que c'est une question clarificatrice qui peut être posée. Et en fait, c'est la question 2 qu'on a en dessous. Qui sont les répondants? Vous pouvez la poser, vous pouvez aussi la deviner. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que why joining, c'est en fait des employés. Pourquoi ils ont décidé de dire oui? Key job factors, c'est plutôt les candidats qu'on est allé chercher. Et pourquoi je suis Mhm. partie, c'est des anciens. Bien sûr. Donc ça, c'est très bien de clarifier euh, c'est quoi la typologie des personnes qui ont été interrogées sur chacune des colonnes. Donc peut-être pour préciser, le why, donc les employés, c'est le cash, mais c'est pas que le cash, hein. C'est les résidences facilities, c'est très important. Ça a été un des critères de choix de ceux qui ont dit oui. C'est aussi un des critères de choix de ceux qui restent. Je reste parce que le cash, 70%, et parce que j'ai un housing benefit qui m'intéresse, qui me va très bien. Et pourquoi je pars? Bah, en fait, en grande majorité, pardon, en grande majorité, c'est parce que l'assurance médicale, c'est pas du tout, c'est pas bon. Et c'est vraiment à 60% versus 21 pour pension. Donc, c'est quand même bien au-dessus, hein. Ça, c'est des éléments à quand même prendre en considération. Dire que le white joining, c'est que le cash, c'est faux. C'est 35% cash, c'est 40% résidence facility, c'est pareil. 35-40, c'est un pack, les deux sont hyper importants comme critères. Donc, si vous n'en dites qu'un seul, c'est presque incorrect. Le C'est guide job intéressant cap, parce ouais, Pardon, pardon. excuse-moi. Parce qu'il y a Alexandre dans le chat qui dit pourquoi le facteur cash en Key Job Factors est beaucoup plus élevé que pour les employés actuels. Donc ça veut dire pourquoi est-ce que l'impression, la perception en tout cas des candidats est beaucoup plus portée sur le cash versus post-actuel. Est-ce que les salaires ont augmenté? Ou est-ce que, enfin, je sais pas Faël comment tu l'interprètes, mais Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi uniquement. C'est des typologies différentes. C'est des gens, des personnes différentes. En why, c'est vraiment j'ai dit oui à l'offre. Pourquoi? Et donc j'ai dit oui à l'offre parce que je pensais que les residence facilities c'était vraiment un des critères et le cash aussi, mais égal pratiquement. Et pourquoi je suis c'est pardon, ça c'est les employés. C'est en gros ouais. ceux qui sont sur place. Donc je suis chez Bay Area et je reste pour ces deux raisons. C'est tout aussi important pour moi. Et dans le key job factor, c'est les candidats. Et les candidats, pourquoi je postule? Je postule parce que pour moi, le cash est hyper important. Donc, ça veut dire que juste dans ma perception des choses, le residence facilities est moins important. Mais en fait, quand je suis là-bas, je réalise que le residence facilities est hyper important, en fait, autant que le cash. Donc, c'est juste que ma perception va changer parce qu'en fait, une fois sur place, bah, en fait, le residence facilities que je valorisais un peu moins, je le valorise beaucoup plus parce que finalement, la boîte, peut-être en joue très bien aussi, le propose de manière beaucoup. Enfin, en réalité, concrètement, dans les faits, c'est hyper bien proposé et c'est bien mis en place. Mais c'est intéressant, hein, c'est des points que vous pouvez complètement analyser dans votre analyse de ce tableau. Et donc, au-delà d'analyse, il y a carrément eu des recommandations, c'est ce qu'il faut dire. Et les recommandations, c'est en fait medical insurance qui ne va pas du tout. Clairement, on est à 60%, ils partent à cause de ça. Un petit peu des pensions aussi, 21%, mais c'est quand même medical insurance qui est prépondérant ici. Donc là, je ne vais pas relire tout ça, c'est tout ce qu'on vient de se dire. Je vous laisse vous relire si vous voulez. Mais c'est exactement ce on s'est dit. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui ne sont pas très claires sur ce tableau ou pas? Pour l'instant, on n'avait pas de questions sur la data, c'était plus des hypothèses, des remarques. Ok.
Alors, du coup, maintenant, on va passer à la suite, maintenant qu'on a fait cette analyse. Peut-être avant la suite, personne n'a demandé, ou peut-être qu'ils ont demandé dans le Q&A, mais une question hyper importante dans l'offre RH. Maintenant qu'on s'est dit ça, une question importante, c'est pourquoi, en fait, le client veut revoir son offre RH? Quel était le problème? Alors, ça aurait pu être le turnover. Peut-être qu'ils ont beaucoup de personnes qui partent. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Ou alors, moi, je l'aborderai encore différemment, c'est quel est l'objectif de la revue de cette offre RH? Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre comme objectif le client en revoyant cette offre RH? Et je pense que c'est une question clé à poser pour pouvoir aussi proposer des recommandations les plus pertinentes possibles. Est-ce que vous pouvez penser à des objectifs comme ça spontanément? Pourquoi un client pourrait vouloir revoir son offre RH, son paquet RH? Je crois qu'il y en a un qui dit conserver tous les talents de Housing Corp. Mm. Oui, et même pas que de tous ces talents global, hein, Bay Area. Donc, en effet, la rétention. On peut se dire diminuer son turnover et retenir le maximum d'employés. Ouais, être plus attractif. On a parlé aussi de la concurrence en tout début du cas. On a dit qu'il y avait pas mal de concurrence sur le secteur. Donc, il y en a, Yasmine qui dit s'aligner à la concurrence, être plus attractif pour Mhm, attirer des talents, réduire le turnover, mhm. euh, motiver les salariés. OK. Et là, Camille qui dit le but, ce ne serait pas d'harmoniser avec la cible avec laquelle elle fusionne. Ça aussi, de se dire qu'on a un package commun et cohérent pour tout le monde. On peut se dire ça aussi. Il y en a un Minimiser qui les coûts aussi, augmenter la notoriété. Ouais, bah ça c'est un bon point. Parce que en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est que donc il y a eu plein d'éléments très intéressants sur retenir, harmoniser, etc. Mais derrière, l'objectif aussi de notre client, on peut se le dire maintenant, enfin, sur la partie coût, c'est qu'il voudrait peut-être, même s'il peut, diminuer le coût pour l'employé. Parce qu'il y a un coût employé, hein. Vous allez voir aux États-Unis, il y a un coût employé aussi du plan, des plans qui sont mis en place. On va l'expliciter juste après. Donc, il veut essayer de diminuer les coûts employés. Ça permet aussi de les retenir potentiellement. La couverture aussi. Typiquement, là, on voit qu'il y a un problème dans la medical insurance. C'est aussi d'augmenter peut-être la couverture médicale. Comment on les retient. Là, c'est vraiment très concrètement, si on creuse au-delà des choses très high level, là, on est très concret sur les objectifs que recherche notre client. Donc ça, c'est en termes de coût. Et on va voir juste après, justement, je rebondis sur le point coût, parce que c'est l'objet de la slide d'après, l'objet de l'analyse suivante. On a fait, du coup, une analyse des plans. On vous remet ce tableau. Donc, je vais vous laisser le regarder, l'analyser aussi en réalité lors d'un cas réel. Un recruteur va vous montrer un tableau comme ça, va vous laisser l'analyser tout seul. Et ensuite, c'est à vous d'essayer d'en retirer les éléments pertinents. Et c'est vraiment le tableau qui va vous permettre d'aboutir potentiellement à des recommandations. Donc là, on a focalisé notre énergie sur l'assurance médicale. Pourquoi? Parce que c'était vraiment l'output de l'analyse précédente. On a vu que la problématique du client, c'était vraiment l'assurance médicale. Donc le client a regardé un peu les différentes typologies de formules, le plan actuel, une alternative, une deuxième alternative. Voilà, donc ceci étant dit, on a aussi les objectifs dont on a parlé juste avant. Quel est l'objectif à la fois pour le client, pour l'employé, etc. Et maintenant qu'on s'est dit ça, vous pouvez un peu analyser le tableau et nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a des propositions? Alors, pareil, ici, c'est vraiment comme le tableau précédent. Quand vous avez des tableaux comme ça avec plein de petites datas, prenez le temps, dites, OK, merci, je vais regarder un peu le tableau et si j'ai des questions, je vous les pose très rapidement. Si vous avez des questions, il faut les poser assez rapidement. Il ne faut pas attendre une minute pour poser vos questions. Parce que si vous attendez une minute, le recruteur attendra plutôt une analyse, un résultat, enfin une résolution presque, et non pas des questions encore clarificatrices. Donc ça, c'est important. Et là, on en est à un stade où vous pouvez déjà en sortir des choses. Il y a plein de choses ce tableau dit plein de choses.
On a un point, elle a une remarque sur pourquoi est-ce que la deuxième offre dans l'alternative 1, il y a des offres avec des probabilités. Ah oui, ça c'est important. Bah, ça, il faut, en résolvant le cas, on va essayer. Est-ce que certains ont des idées de comment vous aborderiez en fait des probabilités? Ça peut arriver, hein. Et si vous posez la question, vous pouvez dire, mais il y a des probabilités, je ne comprends pas. Bah, ce que vous dira le recruteur, c'est bah, on n'a pas encore les coûts fixes, on ne sait pas exactement. Mais en gros, voilà, c'est des probabilités de coûts qu'on paierait si on partait sur cette alternative-là. Et donc, vous avez cette donnée-là, il ne pourra pas vous donner plus que ça. Donc, il faut faire avec ça. Alors, on a pas mal de questions aussi pour clarifier l'alternative 2 qui a 250 000. Est-ce qu'elle Mhm. concerne bien l'intégralité des product managers? Et moi, ma compréhension, c'est que oui, Tout à fait. Ça, c'est une bonne le question. package total. Et moi, je pense que, à votre place, ce que je dirais aux recruteurs, c'est que bah, j'imagine, au regard du montant, que c'est la totalité. Et donc, vous pouvez tout de suite faire votre calcul, qui est notre calcul là, en question clarificatrice 2. Faites-le proactivement. Ça paraît presque évident Mm. de se dire, bah, en fait, c'est 250 000. On ne regarderait même pas l'alternative 2 si c'était ça par employé. Et donc, vous dites, bah, en fait, j'en prends une moyenne de. Je sais qu'il y a au total 120 employés, parce que j'ai pris une moyenne de 5 en prenant le 4 à 6. Et donc, 120 employés, vous avez un coût, vous pouvez tout de suite faire un coût de 250 000 divisé par 120 pour avoir le coût par employé. Et faites-le proactivement, vous allez vous démarquer de ceux qui ne le feront pas ou qui vont poser la question, donc ils vont ajouter une étape, alors que là, vraiment, c'est évident. Et c'est fait exprès hein, de ne pas avoir mis 250 000 au total. C'est pour démarquer justement les candidats. Alors, on a déjà Alexandre qui dit par exemple que l'alternative 2 est la meilleure car elle est moins chère que l'actuelle, avec meilleure couverture, vu qu'on voit que le montant max de la couverture il est à 100 000, et avec meilleur co-payment pour les employés. Ouais, ok. Il y a une vraie question sur les employés. Je vois que Titouan, il a relevé pourquoi 120 employés. Je me pose la même question, sachant qu'on a une fusion. Donc là, on considère que les employés actuels de Bay ARM, on ne prend pas en compte. Parce qu'en fait, ça peut peut-être changer si on a l'alternative 1 et peut-être plus intéressante si on a beaucoup plus d'employés. Oui, mais en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va juste comparer le plan actuel. Vu qu'on D'accord. prend le plan actuel, le plan actuel est sur la base de ces employés-là. On ne l'a pas négocié sur la base du double. Donc, en fait, les négociations futures, on peut se dire que si on gagne 10% sur le plan, on va peut-être les gagner sur le plan actuel, on gagnera aussi sur alternative 1, alternative 2. Donc, on peut comparer ici le comparable, puisqu'on part toujours du plan actuel. Top. Et t'as Louise qui rementionne, je pense que tu l'as déjà mentionné, mais qui dit quel est le moment idéal pour poser les questions de clarification sur le tableau? Est-ce que il faut les poser avant de prendre son temps de réflexion de 45 secondes ou bien après? Non, pour moi, c'est avant le longtemps. Ça peut être après 10-15 secondes quand même. Vous avez le droit de regarder et de se dire, OK, j'ai pas compris ces points. Ça vous prend quand même 15 secondes. Mais ça peut pas prendre aussi longtemps que les 45 secondes, une minute de réflexion, qui est pour moi une réflexion d'analyse pour le coup. Le cas, il dure 40 minutes, 35-40 minutes. Donc, vous n'avez pas non plus tant de temps que ça. Il ne faut pas laisser un trop long silence avant des questions clarificatrices. Elles doivent être beaucoup plus instinctives. Donc, il faut être très, très concentré dès que vous avez un tableau et tout de suite regarder qu'est-ce qui peut être un peu perturbateur pour vous, qui ne vous permettrait pas d'avancer dans la conclusion. Tu as beaucoup de remarques hein, sur le fait que l'alternative 2 est très plébiscitée, elle est beaucoup plus populaire dans les Ouais. calculs. Et Bernamé le rappelle que cette modalité de calcul, on se rend compte que l'alternative 1, au final, elle est un petit peu plus coûteuse que le plan actuel qui a 252 000, il me semble, et qui n'apporte rien de plus. OK. Bon, en tout cas, c'est ça, c'est l'alternative 2. C'est bien de dire, bah, selon moi, c'est l'alternative 2. Pourquoi? Parce que. C'est très bien de l'aborder comme ça. Vous avez la réponse, c'est votre co. On a compris que vous avez vite analysé, vous avez compris les enjeux clés. Et dites pourquoi c'est hyper important. Et je pense que tout le monde l'a fait, mais du coup, on a un peu plus tout détaillé. On a dit un, on a comparé quoi? La couverture. Donc, côté employé, donc si on revient, c'est la ligne coût pour l'employé. Parce qu'on sait qu'un des objectifs de notre client, c'est de diminuer le coût pour l'employé. Si ce n'est pas un objectif, on l'aurait gardé, mais sans plus. Et je dis ça parce que parfois, si ce n'est pas un objectif, mais si par exemple le coût annuel pour Bay Area est plus faible, mais que même si le coût pour l'employé est plus élevé, ça peut être aussi un élément, bah, vous avez deux offres, comment vous choisissez, comment choisir entre les deux? Bah, vous choisissez en fonction des objectifs du client pour le coup. Donc, sur la base de la couverture, on voit que les deux alternatives offrent une couverture supérieure ou égale au plan actuel.
Mais l'alternative 2, elle est 2 fois plus intéressante. C'est quand même 100 000 versus 50 000. Donc ça, c'est le montant de couverture. Ensuite, le coût pour l'employé. Les deux alternatives ont un coût inférieur ou égal. Mais encore une fois, on préfère l'alternative 2 parce qu'elle est un petit peu moins chère, c'est 10%. Et encore une fois, l'objectif de notre client, c'est de réduire le coût pour l'employé. C'est d'augmenter la couverture. Donc, étape 1, étape 2, c'est de revoir les deux objectifs et de revoir les analyses sur les deux. Et les analyses disent que la recommandation, c'est l'alternative 2. Enfin, le coût pour Bay Area, l'alternative 1, elle est statistiquement plus chère. Et là, on rebondit sur l'élément de probabilité. Donc, c'est bien le terme statistique que vous pouvez mettre en avant. Parce que la probabilité d'être au-dessus de 2100, elle est plus importante que la probabilité d'être en dessous. Puisqu'on est à 30 versus 20. Il me semble que c'est ça sur le tableau. 30 versus 20. Donc, il suffit de dire ça et vous résolvez votre problème de probabilité. L'offre actuelle, elle exige un coût de 2100 fois les 120 employés. L'alternative 2, c'est 250 000 dollars. Donc, en fait, tout le monde l'a dit, hein, c'est très clair, c'est l'alternative 2. C'est bien juste de dire pourquoi. Parce que, 1, vous comparez le coût annuel, 2, vous comparez le coût pour l'employé, et 2, 3, vous comparez le montant max de la couverture. On avait une question sur l'interprétation de la data quand tu découvres et que tu dois analyser le tableau. Est-ce que tu préconises de le faire à voix haute pour que la personne, l'intervieweur, puisse suivre un peu ton raisonnement et il n'y a pas de blanc? Ou au contraire, est-ce que c'est mieux de laisser 45 secondes de blanc? Une fois que tu Mm. as posé les questions clarificatrices, tu fais tes raisonnements et tu ne raisonnes pas à voix haute. Moi, je pense que ça dépend de chacun. Si vous n'arrivez pas à raisonner à voix haute parce que ça vous perturbe et que vous n'aboutissez à rien, prenez les 30-45 secondes. C'est mieux que de raisonner et en fait que vous vous perdiez parce que ça vous stresse et qu'à la fin, vous n'arrivez pas. Donc, je pense que ça dépend de chacun. Le mieux, évidemment, c'est de ne pas laisser de blanc. C'est de tout de suite être capable, sur un base d'un tableau, en 10 secondes, si vous avez une question, vous la posez et tout de suite de voir, en fait, si je prends ligne par ligne, le coût annuel, c'est tant. Le coût, et vous avez les conclusions. Et c'est ce qu'on fait, en fait. C'est pour ça qu'on vous montre quand même ce raisonnement. Un, 2, 3. C'est un raisonnement qui se fait très bien à voix haute. Et donc, ça vous permettrait de ne pas avoir de blanc dans ces cas-là. Parce qu'en fait, c'est un raisonnement qui va analyser ligne par ligne. Et là, on voit que c'est un tableau qui s'analyse très bien ligne par ligne. Vous avez 3 critères. Sur 3 critères, vous voulez comparer quelque chose. Et vous voulez savoir c'est quoi le meilleur de chaque critère. Et là, en l'occurrence, c'est facile. C'est toujours l'alternative 2. Parfois, c'est moins facile. Si vous avez en fait, sur un critère, c'est ça. Puis sur l'autre critère, c'est l'alternative 1. Puis sur le troisième critère, c'est le 2. Soit il y en a un qui l'emporte, soit en fait, on est ex aequo. Et si on est ex aequo, on revient toujours à quels étaient mes objectifs. Et en fait, on garde est-ce qu'il n'y a pas une pondération des objectifs de mes clients. Et c'est ça qui va vous permettre de résoudre le cas. Donc, moi, je dirais, dans l'idéal, c'est de le faire à voix haute, comme on a fait là. Étape 1, étape 2, étape 3, un raisonnement pour arriver à une conclusion. Si vous ne le faites pas à voix haute, vous prenez vos 30-45 secondes. Et là, vous arrivez presque à une conclusion, comme certains l'ont fait. Moi, je pense que c'est l'alternative 2 pour ces raisons. C'est un peu différent dans la façon de l'aborder, mais on ne peut pas vous en vouloir pour l'un ou pour l'autre, dès lors qu'en fait, c'est cohérent, c'est logique, vous avez bien analysé, vous avez la bonne recommandation. Le pire, c'est d'essayer de faire à l'oral pour ne pas faire de blanc, mais en fait, ça ne matche pas avec votre personnalité et ça ne peut pas marcher. Quand vous êtes consultant, en réalité, vous aurez quand même un petit peu de temps à chaque fois. Donc, on ne vous en voudra pas pour ça. Parfait. Maintenant qu'on s'est dit ça, euh, peut-être quelqu'un, là, avant de montrer la slide, est-ce que quelqu'un veut se lancer peut-être à l'oral? Maintenant qu'on a fait le cas, on a tout déroulé, on a une solution, en fait. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une conclusion qui doit être synthétique, courte? On ne doit pas reprendre tous les éléments, toutes les slides, tout ce qu'on a vu, mais vraiment, on revient sur les recommandations. Là, vous êtes face à un client, vous démarrez le meeting, vous démarrez avec les recommandations. Et ensuite, vous irez sur les slides de pourquoi on est arrivé à ces recommandations. Mais en fait, les recommandations, c'est presque c'est votre intro à un vrai meeting client en tant que consultant. Donc, il faut être hyper synthétique, aller droit au but et lui dire, voilà, concrètement, voilà ce que tu dois faire. Et ensuite, on va t'expliquer pourquoi. On a des Est-ce que courageux. quelqu'un peut se lancer? Vous aurez levé la main, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Là, c'est un petit entraînement oral de 30 secondes, 20 secondes, en disant, nous, on recommande ça, 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 ça. Et on le recommande parce qu'on a fait ça, 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 ça. Ah, alors, on a deux personnes qui ont levé la main. Alexandre, tu as été le premier à lever la main, je vais te donner la parole. Hop, il faut juste que tu enlèves le mute. Ok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais.
Ok, super. Donc, notre client Bay Area en train de finaliser l'acquisition de Housing Corp. Il a cependant il a comme objectif de revoir toute son offre RH et notamment certains points qui ont ressurgi suite à une étude de satisfaction qui ont permis de voir que les principaux éléments à revoir dans cette offre étaient notamment la question des pensions et de l'assurance maladie. Et pour cela, nous recommandons à notre client de changer l'assurance qu'elle fournit à ses employés et de partir sur la deuxième alternative, qui serait donc moins coûteuse, qui offrirait une co-payment moins élevée pour ses employés et une meilleure couverture médicale. Cependant, il faudra bien voir le reste de l'offre RH, bien que nous ayons traité le problème principal dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, les éléments qui sont très bien dans ta conclusion, c'est que tu as bien donné la recommandation. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Donc, elle apparaît bien dans ta conclusion. On sait que c'est l'alternative 2 pour l'assurance. Tu as rappelé pourquoi on en est arrivé là et tu as ouvert. Tu as dit, alors, c'est pas tout, mais il faudra aussi regarder d'autres éléments. Donc, c'est toujours très bien d'ouvrir. Les éléments qui sont un peu moins bien, c'est qu'au démarrage, tu as passé beaucoup trop de temps sur presque le déroulé du cas. Alors, ça paraît peut-être très, très peu, mais en réalité, moi, j'irais vraiment sur la recommandation directement. Et donc ça, je pense que c'est un premier élément. Démarre par la recommandation finale, même si ça te paraît peut-être agressif, mais vraiment, c'est ce qui est attendu. Nous, au regard du cas et de la problématique qui a été soulevée de redéfinir l'offre RH, on recommande pour le client d'opter pour l'alternative 2 pour son assurance médicale. Et après, si tu veux rapidement dire pourquoi, parce qu'en fait, on a comparé et parce qu'on a remarqué après une étude, un diagnostic, que c'était le problème à résoudre. La deuxième chose que je n'aurais pas dite non plus, c'est les pensions. Tu l'as mentionné, les pensions de retraite. C'était 60 vers 60, 20%, je crois. C'était quand même prépondérant l'assurance maladie, le problème de l'assurance maladie versus celui des pensions. On l'a pas du tout abordé par la suite, celui des pensions. Donc, inutile de le donner dans ta recommandation. C'est pas une recommandation dont on a parlé par la suite. Donc, tu aurais pu, dans l'analyse de ton premier tableau, dire bah, je vois que les pensions, c'est quand même 20% vers 60, mais je me focaliserai quand même pour les 60%, c'est quand même beaucoup plus gros. Si tu veux évoquer la pension, pour dire que quand même tu le relèves. Mais si tu vois que le recruteur ne va pas là-dessus, on l'aborde plus le sujet. Mais sinon, très bien au global. C'était court, c'était synthétique. Tu as répondu avec ta recommandation et tu as ouvert sur une synthèse. Juste ces deux points, je pense que j'aurais fait différemment. Du coup, voilà, c'est les éléments que nous on a mis là. Vous pouvez lire. Et on a ouvert sur les autres pistes. Et c'est bien d'ouvrir, vraiment ouvrir sur ce que vous voulez, qui paraît cohérent par rapport au cas. Là, en l'occurrence, sur l'offre RH, et c'est ce que tu as dit, Alexandre, j'aurais regardé les autres éléments de l'offre RH, ce qui est tout à fait correct. On ne va pas se limiter à l'assurance maladie. Le cas actuel a fait qu'on s'est limité à ça, mais dans la réalité, on regardera d'autres éléments. On avait deux personnes qui levaient la main. On a Barnabé qui lève encore la main, qui proposait de faire aussi une conclusion. Je ne sais pas si comme tu as donné beaucoup de feedback, si on redonne la parole à quelqu'un. Mais pour info, on avait trois volontaires en tout cas qui. Ah, qui voulait donner des... Bon, bah dommage. Prochaine fois, mais. Barnabé, la prochaine fois, on t'attend au taquet. C'est ça. Bah écoutez, est-ce qu'il y a des questions sur le cas, la façon dont on l'a déroulé ou les recommandations finales qu'on a pu discuter ensemble? On avait deux questions initialement que j'avais pas pu te relayer parce qu'on était en cours d'échange. Alors déjà, la première, Mohamed, qui est quand même la plus pertinente par rapport à ce que tu viens de dire, qui demande par rapport aux risques. On n'a pas mentionné les risques. Par exemple, les coûts liés au changement d'assurance maladie. Il y avait d'autres risques qui étaient mentionnés aussi dans le chat initialement. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans ta conclusion à un moment donné de le mentionner? Alors, moi, je trouve que c'est bien si vous aviez pensé à un axe, risque, faisabilité, etc. Certains l'avaient proposé, nous, on ne l'a pas mis. On peut l'intégrer sinon dans l'axe 2 en disant, bah, dans les recommandations finales que je vais faire, je vais évidemment évaluer la faisabilité et les risques. En l'occurrence, c'est rare, hein. Généralement, les risques, on doit toujours les sortir. Mais en l'occurrence, il y a zéro risque, puisque en fait, si vous reprenez les trois objectifs, on réduit le coût pour l'employé, on réduit le coût pour Bay Area et on augmente la couverture médicale.
Donc, en fait, c'est que du plus à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas vraiment même, c'est de se dire, il n'y a pas de risque financier, il n'y a pas de risque de non-satisfaction des employés. À tous les niveaux, tout est au vert. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire, bah, en fait, je n'ai même pas besoin d'évaluer les risques parce que là, on est vraiment sur une meilleure couverture qui va ravir tout le monde. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout mis l'emphase parce que en fait, les trois objectifs du client, si on revient vraiment aux trois objectifs sur la partie assurance maladie, c'est que du bénéfice en fait à tous les niveaux pour toutes les parties prenantes. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'en parler. Vous ne risquez rien. Et si vous le dites en plus en disant, bah, en fait, là, en l'occurrence, j'en vois pas parce que voilà, c'est au vert, bah, c'est très bien. On a trois questions plutôt sur le côté la praticité du cas. La première, c'est est-ce que ce type de cas, il doit être déroulé en combien de temps? Deuxième, c'est sur la simplicité des calculs à mener. Là, c'est vrai que ce n'était pas des calculs complexes. Est-ce que c'est probable qu'un MBB propose des calculs aussi simples? Là, c'est vrai que c'était issu de McKinsey, mais à quel point est-ce que c'est fréquent? Et enfin, est-ce que c'est fréquent et possible de nous demander de changer de langue pendant le cas, de passer par exemple du français à l'anglais? Donc, premier, c'était sur le timing, pardon, timing, typologie. Ouais, timing, c'est toujours pareil, c'est entre 30 et 40 minutes environ un cas. L'objectif vraiment, c'est que vous dérouliez les cas, vous avanciez, parce que c'est vous qui êtes proactif, c'est vous qui êtes meneur, et le recruteur, il est à l'écoute de vous, vous êtes à l'écoute du recruteur évidemment, mais il va vous permettre de vous guider si en fait vous déviez ou si vous bloquez parce que vous avez besoin d'informations. Mais c'est vous qui menez le cas. Donc en fait, dès lors que vous avancez, vous avez une structure, vous allez en un, 2, 3. Et ben, vous allez voir, hein, le déroulé en moyenne, ça prend 30 à 40 minutes parce que en termes de calcul et tout, ça prendra, c'est jamais plus de 10-15 minutes de calcul parce que on va réduire, le cas est pensé pour ça. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, dès lors que vous avancez dans vous foncez en fait, vous ne posez pas la question de attendez, je suis trop long ou pas trop long. Le recruteur vous guidera si besoin. Sur la question ensuite de anglais-français, c'est hyper rare. Pour moi, c'est soit on démarre un cas en anglais parce qu'en fait, il y a des cabinets en fait, qui vont vous faire un cas carrément en anglais. Donc là, vous le démarrez. Moi, j'ai eu une fois, dans tous mes entretiens que j'avais passé, je ne sais pas combien de cabinets, peut-être 8 à 10 cabinets, j'en ai eu un qui m'a switché. Et c'était un peu international, etc. Enfin, j'étais pas surprise, on m'avait presque prévenu que c'était possible. Franchement, moi, je pense que c'est rare. Peut-être que ça a beaucoup évolué, mais c'est rare, surtout si vous postulez un bureau en France. Et il y avait une Le question, c'est troisième, c'était sur les calculs, la simplicité de ces calculs. Est-ce que c'est probable ou c'est un peu trop simple? déjà McKinsey, il y a aussi vous avez toujours les premiers entretiens, c'est des questions numériques, logiques, avec plein de calculs, etc. Donc, on va aussi voir votre capacité à calculer dans les petits tests offline tout seul. Donc, c'est beaucoup de logique, mais il y a aussi un peu de calcul mental. Là, c'est pas complètement trivial, honnêtement. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de calculs de pourcentage ou autre, mais vous aviez par exemple le 252 000 divisé par 120. C'est pas un calcul hyper trivial hein, pour arriver aux 2100 dollars sur l'alternative 2. Vous aviez le nombre d'employés à donner. Il y a des calculs que vous pouvez faire vous proactivement. On n'attend pas de vous que, pour moi, le 120 employés, vous auriez pu le faire dès le démarrage en disant, bah, je sais qu'il y a un property manager, 6, en moyenne, on va dire 5 pour 5 properties, il y a 600 properties, bah, je vais vous faire le calcul de tête. Enfin, je vais vous faire le calcul du nombre d'employés. Il y a des calculs où vous pouvez être très proactif. Là, il y avait beaucoup d'analyses. Donc, vous aviez plein de petites données, des analyses à faire. Oui, vous pouvez avoir des cas comme ça. Il y a même des cas où il n'y a quasiment pas de quanti. Si vous revoyez le cas qu'on avait fait ensemble la dernière fois, il y a quelques semaines, il y avait quasiment zéro quanti. Ça peut arriver. Mais du coup, ça va être très lourd en raisonnement, en logique du coup en quali, mais c'est pas si simple ça aussi, hein. Parce que vous allez avoir plein d'informations qualitatives. Il va falloir être capable à chaque fois d'avoir un raisonnement hyper rigoureux, des structures hyper bien faites, hyper bien pensées, de toujours vous recentrer sur les recommandations et sur la problématique. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de quanti que c'est plus facile, hein. Et on a une question très intéressante. D'après toi, quelles auraient pu être les erreurs éliminatoires ici à ne pas faire? Moi, j'aime pas trop cette notion d'éliminatoire. Il y a des choses qui sont éliminatoires, évidemment, si en fait tout au long du cas, le fit ne va pas, on sent que vous n'êtes pas à l'écoute, par exemple. On essaie de vous guider. Pour moi, c'est plus des notions. Par exemple, on en avait parlé au début, la structure n'était pas la bonne parce que vous n'êtes pas parti sur l'offre RH, mais vous êtes parti sur, je vais parler de la fusion et de l'offre RH. Pour moi, c'est un vrai problème, ça, déjà, en tant que recruteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des candidats qui ont tout de suite compris et qui vont répondre à la problématique. Donc, en fait, vous êtes toujours dans un jeu
de concurrence avec d'autres candidats. Donc, vous serez toujours en dessous d'un candidat qui a tout de suite compris la problématique. Mais si vous vous relevez tout de suite et que vous êtes capable de rebondir et ensuite vous excellez sur tout le cas, bah, on oubliera presque cette première erreur parce que vous avez montré d'autres qualités qui sont bah, votre capacité de redirection, votre proactivité, votre écoute. Et face à un client, on se dira, bah, en fait, parfois ça arrive de se tromper, mais vous serez hyper capable de rebondir. Et donc là, vous allez vous démarquer du candidat qui même a été parfait, mais qui n'a même pas prouvé cette capacité de rebond. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, essayez d'être à l'écoute parce que le recruteur va vous juger tout au long du cas sur votre capacité à vraiment être face à un client et dans des situations complexes ou pas de rebondir. Après, pour moi, ce qui est toujours éliminatoire, c'est que si vous êtes complètement à côté dans votre structure dès le début, vous n'avez même pas parlé de l'offre RH, vous avez parlé que de la fusion, par exemple. Là, c'est hyper dur pour le recruteur de vous dire, mais attendez, vous êtes sûr, revenez à la problématique. Pour moi, ça, c'est un truc éliminatoire, mais j'exagère presque dans la catastrophe, quoi. Ouais, et puis dans la latitude, pour moi aussi, quand on les entretiens qu'on a pu faire passer, c'est voilà, la manière, le body, le langage corporel, la manière dont vous formulez vos hypothèses, vos phrases, si vous faites des erreurs de français, si C'est vous avez ça. un peu désinvolte, si vous soufflez. Enfin, il y a aussi après tout le langage corporel dont on n'a pas parlé. Mais au-delà du fond, il y a la forme de la présentation. Il reste, je vois que le temps, on va déborder. On a une question qui est importante, qui revient souvent. C'est donc déjà merci pour le cas. Si jamais tu devais apprendre la résolution de cas en partant de zéro, et je pense qu'il y a pas mal de candidats ici qui sont peut-être au début de leur préparation, comment est-ce que tu t'y prendrais concrètement, Fayel? Est-ce que tu as des conseils sur comment monter en compétence dans la résolution de cas? Bah, en un, il y a beaucoup de bachotage. Déjà, comprendre, là, c'est ce qu'on fait. C'est quoi la structure globale à faire? Un, c'est question clarificatrice. Deux, pardon, reformulation, question clarificatrice, structure. Et ensuite, on avance dans sa structure. Et il y aura une partie numérique ou pas, mais généralement, il y a une partie numérique. Donc, déjà, avoir bien ça en tête. Je pense qu'une fois que vous avez ça en tête, se dire, OK, moi, en tant que candidat, les éléments, à quel moment je dois absolument être proactif? Le recruteur va pas attendre, va attendre de moi que je parle et que j'avance et que je propose quelque chose. C'est quasiment à toutes les étapes, mais il y a des étapes beaucoup plus cruciales que d'autres. Donc, je pense que déjà, avoir ça en tête. Ensuite, prenez des livres qui existent déjà, des bases de données qui existent déjà. TrainingView est hyper bien là-dessus. Je le répète tout le temps, mais il faut s'entraîner tout seul d'abord sur des études de cas, sur des structures, les frameworks. Apprenez les frameworks de base, génériques, etc. avant même de réfléchir à adapter son framework en fonction de la problématique, de l'industrie, etc. Parce que tous les frameworks que vous aurez ensuite, vous allez les réutiliser. Il faut juste réimbriquer les boîtes au bon endroit. Trois, faites des études de cas avec des personnes. Entraînez-vous avec des amis ou avec des gens que vous ne connaissez pas aussi. Et aujourd'hui, vous avez plein de moyens pour ça, que ce soit via des plateformes comme TrainingView, où vous aurez des mises en situation, des recommandations, du coaching, etc. Ou avec, si vous avez des groupes sur Facebook ou des groupes ailleurs de candidats futurs, c'est bien de s'entraîner avec des gens que vous ne connaissez pas aussi. Et enfin, quatre, vos stratégies d'application. Vous devez postuler à au moins, je pense, 8-10 cabinets, une dizaine, c'est bien. Mettez en premier d'abord les cabinets que vous convoitez un petit peu moins. Ça va vous permettre de vous faire la main et d'être vraiment en situation la plus réelle possible et de prendre les feedbacks. Ils vont vous donner du feedback post-entretien, que vous passiez ou pas. Et le feedback va être hyper important parce que ça va vous permettre de rebondir et vous avez été jugé par un consultant, donc quoi de mieux que ça. Donc je pense que c'est un peu le 2-0 à réussir ces entretiens.